Bienvenue et merci de votre fidélité à notre antenne. Émergence aussi, encore un retour pour vous informer sur un thème qui retient l'attention des uns et des autres. Aujourd'hui, nous allons devoir aller dans la méandre, bien sûr, de l'innovation scientifique en Afrique, de la conception à l'impact. Ils sont plusieurs, ces jeunes, qui terminent leurs études sur des thèmes scientifiques dans les universités, que ce soit privées ou publiques. Mais après, que deviennent bien sûr ces recherches? C'est là. Deux invités en plateau qui se sont intéressés bien sûr au sujet lors d'une rencontre dans le pays d'à côté. Je vais bien sûr dire le Bénin. Il y a une invitée qui est ici à l'université de Lomé au niveau de CERSA. L'autre nous vient bien sûr du pays de Goodluck Jonathan. Avec les deux, nous allons devoir avoir le cœur net en matière de ce qui se fait dans ce sens. La première, elle est invitée, bien sûr, Rachida Tankwano. Elle est chercheuse, spécialiste en technique de production avicole. Rachida, bonjour, merci d'être là. Mathieu, bonsoir. Comment vous allez? Je vais super bien. Ça va, je vais bien. Mon deuxième invité, Théo Adeshola. Il est bien sûr chercheur en pharmacologie, génie de procédés de production. Okay, you're welcome. Yeah, thank you very much. How do you feel? Yeah, I'm doing very fine. Okay, fine too. Okay. Ok. Vous êtes venu dans le cadre, bien sûr, de cette émission. Il faut préciser qu'il ne vient, bien sûr, du Nigeria. Et quand on dit Nigeria, la langue de prédominance professionnelle, c'est l'anglais. On va devoir faire un peu avec quelques mots anglais et français mélangés avec notre ami Théo pour avancer, bien sûr, dans cette émission. Mais d'entrée de jeu, je vais aller point par point, pas à pas. Pourquoi avez-vous choisi le thème cycle de vie de l'innovation scientifique pour le développement en Afrique, pour une rencontre du genre? Comment l'idée vous est venue? Ok. Merci beaucoup pour la question. Oui, nous avons choisi ce thème parce qu'il est très important pour comprendre toutes les étapes pour transformer une idée innovante en impact concret en Afrique. Oui. Ce sujet particulièrement pertinent particulièrement pour les chercheurs dans les universités, oui. Qui ont étudié à l'étranger, oui. Mais ils ont des difficultés à appliquer leurs résultats de recherche, oui. En Afrique. Donc, avec cet atelier, oui. Ce cycle de vie de l'innovation, on a exploré tous ces défis, oui. Et les défis qui s'imposent dans le domaine. On a exploré les défis, oui. Et on a aussi proposé des solutions pratiques. Oui, les solutions pratiques, oui. Qu'on peut utiliser pour comment on dit, pour la suite après les recherches. Pour la suite après la recherche, oui. Puis qu'on peut utiliser ça pour le développement de l'Afrique. Oui. Oui, parfait. Merci. J'espère que vous êtes bien débrouillard, hein? Ça c'est très bien, merci beaucoup. De s'y intéresser bien sûr en français avec ces explications. Rachida, vous êtes bien sûr chercheuse. Je rappelle que vous êtes beaucoup plus basée à l'université de Lomé au Togo, au niveau de CERSA. Vous faites beaucoup de choses. Vous êtes, je vais jeter un coup d'œil sur mon conducteur, chercheuse spécialiste en technique de production avicole, un thème, le cycle de vie de l'innovation scientifique pour le développement en Afrique. On a écouté Théo qui a expliqué le pourquoi cette aide allant dans ce sens pour permettre aux uns aux autres, après les recherches, mettre d'une manière pratique un point sur ce qui a été fait en matière de recherche pour le développement en Afrique. Mais que visez-vous concrètement? Je veux parler bien sûr des objectifs de cette rencontre-là. Alors, Monsieur Mathieu, merci de m'avoir accordé la parole. Et tout d'abord, avant de donner les objectifs de cet atelier, nous allons essayer de définir ce que c'est que la recherche scientifique. Alors, la recherche scientifique n'est rien d'autre que observer autour de soi, identifier un problème réel, formuler des hypothèses
formuler un protocole expérimental, conduire l'expérimentation, collecter les données, les analyser et puis tirer des conclusions. Après avoir tiré ces conclusions, il faut les appliquer. Alors, l'objectif de cet atelier, c'est d'alerter, c'est de rappeler aux chercheurs africains que après l'obtention de ces résultats, nous ne devons pas nous arrêter tout simplement à la conclusion. Non. Non, mais c'est ce qui se fait dans les universités, c'est ce qu'on constate au jour le jour. Nous autres, on a été, on continue par l'être jusqu'à ce jour, les études sur études. Bon, on se demande réellement à quoi ça sert. Réellement, ces recherches, ça et là. Justement, et c'est ce défi-là que nous cherchons. C'est des documents, compilés, déposés, et après c'est bon. Dans les placards, et voilà, on a le diplôme, ça va là en fait. Donc c'est pour alerter, c'est pour rappeler les chercheurs scientifiques, les chercheurs africains que la mission n'est pas encore terminée. L'objectif n'est pas atteint. Il ne suffit pas tout simplement de tirer des conclusions. Non, nous devons chercher maintenant à appliquer les résultats de ces recherches scientifiques, que ce soit sous forme de vulgarisation en communauté ou bien sous forme de business tout simplement. Alors, vulgarisation en société, comment ça peut être fait concrètement? Vous avez proposé celle-là des voies et moyens pour y arriver ou c'est juste une projection? Bien sûr qu'il y a des voies et moyens pour y arriver, mais je préfère aborder ça un peu plus après. Alors, Dad, vous étiez bien sûr, puisque moi j'ai eu à vous dénicher lors de cette rencontre du 7 au 10 août dernier. C'était bien sûr au Bénin, à Abomey, lors de nos périples en tant que journaliste. On s'est rendu compte en réalité qu'on devait normalement, voilà, et s'intéresser à un truc du genre, raison pour laquelle on vous invite sur ce plateau. Alors, je voudrais savoir, d'abord, DAD là, c'est quoi? Oui, DAD c'est une organisation en Allemagne qui promeut éducation internationale et aussi collaboration scientifique. Et elle est aussi un acteur, un clé acteur qui facilite échange et aussi transfert de connaissances entre les continents Afrique et Europe. Oui. Parfait. Merci Adéchola pour cette précision. Alors, je vais m'intéresser cette fois-ci à vous, Rachida. Alors, le déroulement, bien sûr, de cette rencontre de 3-4 jours pratiquement, qu'est-ce qu'il en est concrètement? Vous êtes retrouvés, vous avez quand même un thème qui a retenu votre attention. Est-ce que ça a été bien développé? Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de ce qui a été fait au cours de ces 3-4 jours? Alors, Monsieur Mathieu, merci beaucoup. Vous savez, aucune œuvre humaine n'est assez parfaite. Et il y a toujours de ces situations inattendues qui arrivent. Mais je dirais de cet atelier que à 80%, c'était une parfaite réussite. Oh, puisque c'est vous qui avez organisé la rencontre, il faut me laisser apprécier. Les gens étaient là. Est-ce que vous avez un retour des participants? Des retours très positifs. Très positifs. Et donc, ce 80% de réussite de l'événement, cela nous le devons à 3 éminents formateurs qui nous ont vraiment honorés de leur présence et qui ont diffusé la formation vraiment d'une manière très spéciale. Je commence par le premier formateur qui est l'un de mes dévanciers au CERSA, le Centre d'excellence régional en sciences aviaires, qui nous a détaillé en profondeur les différents défis auxquels font face. Il faut rappeler que CERSA est basé à Lomé au Togo, à l'université. Je rappelle que le CERSA... Ah oui, on a besoin de cette précision-là. À l'université de Lomé. Et puis, il est spécialisé dans la production, la science aviaire, tout ce qui concerne les volailles, les poulets, les pintades, etc. Oh. Alors... Vous pouvez avancer maintenant. Ok. Voilà. Alors, ce dernier, il nous a expliqué en profondeur, en long et en large, les différents défis auxquels font face les chercheurs africains.
il ne s'est pas arrêté là. Il nous a également expliqué toutes les opportunités qui scintillent autour des collaborations entre les universités externes et les universités en Afrique. Alors, je profite, je vais passer par ce canal pour adresser mes sincères remerciements à ce dernier. Vraiment, nous avons été honorés de votre présence. Le dernier formateur, qui est un développeur web, je vais nommer M. Kouna Alidou, qui nous a expliqué comment est-ce qu'en tant que chercheur, nous pouvons utiliser les réseaux sociaux pour vulgariser les résultats de nos recherches. Comment est-ce que nous pouvons saisir les réseaux sociaux pour pouvoir atteindre une audience beaucoup plus large. Il nous a parlé en l'occurrence de Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube et autres. LinkedIn également. Et donc, vous savez, les chercheurs ont cette mentalité-là. Que les réseaux sociaux, c'est pour des bad ladies, des les ratés. Les ratés, exactement. Voilà. C'est pour des perdus, ceux qui n'ont rien à foutre. C'est justement là pour la distraction. Et là, je causais avec un collègue. Je lui ai posé juste cette question. Je lui ai dit, dis-moi, quand tu collectes tes données, lors de l'analyse, tu es certainement bloqué quelque part. Il dit, bien sûr. Alors, comment est-ce que tu fais pour trouver des solutions? Il dit, non, mais bon, sur YouTube, là, il y a un statisticien. Non, mais quand il vous explique la statistique, tu es OK. Ben voilà. Il n'y a pas que du noir sur les réseaux. Le statisticien, c'est un scientifique. Je l'ai dit, tiens. Toi-même, là, tu t'es fait prise au piège. Ce statisticien-là, c'est un chercheur. C'est un scientifique comme toi. S'il avait ta mentalité, est-ce qu'il va créer du contenu qu'il va mettre sur YouTube pour que toi, tu ailles t'informer? Il était like, ah, mais cette fille, elle a raison, c'est vrai. Oui, donc tout dépend de l'usage que nous faisons des réseaux sociaux. C'est comme le couteau. La personne qui a fabriqué son couteau, au départ, c'était pour nous aider à couper les végétaux, les fruits, les viandes. Mais malheureusement, l'être humain utilise le couteau pour pouvoir faire du mal à son prochain. Donc, tout dépend de l'usage que nous faisons des réseaux sociaux. Et cela a été l'objectif du développement de M. Kouna Alidou. Et du coup, je passe par ce canal pour vous dire, M. Kouna Alidou, nous avons été vraiment honorés de votre présence. Alors, le troisième formateur, vraiment, c'est le chaos. Lui, il a été le spécialiste, d'accord? C'est le spécialiste de la gestion, de la sécurité opérationnelle des organisations. Alors, ce dernier, il nous a expliqué en long et en large que lorsque nous allons en communauté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous monnions, il faut que nous détaillons l'information de telle sorte qu'elle soit plus digeste pour les communautés. Parce que, imaginons que je vais en communauté. Je rencontre des éleveurs de poulets. Je vais leur apprendre comment formuler l'aliment. Je lui dis, bon, quand tu veux formuler 100 kg d'aliments, tu as besoin de 35% de maïs. Mais il va éprouver des difficultés pour comprendre ce que vous dites. Il va se poser la question. Il faut arrêter la terre. Il faut simplifier l'information. C'est quoi 35%? Mon ami Taïo peut comprendre quand je dis 35%. Monsieur Mathieu peut comprendre lorsque je parle de 35%. Mais le paysan au village, il ne peut pas comprendre 35%. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je peux chercher tout simplement un plastique, un seau, qui peut contenir 35 kg de maïs. Et je lui dis, bon, lorsque tu remplis ce seau, cela fait 35 kg, donc tu peux le mélanger au reste de l'aliment. Aussi simple que ça. Donc, je voudrais donc passer par ce canal pour dire à Monsieur Germain Hervé Nambiman que nous avons été tellement honorés de sa présence. Et vous savez, c'est vraiment un formateur. Quand on dit formateur, il y a formateur, vous voyez. Il y a certains formateurs, lorsqu'ils sont en train de diffuser la formation, tout le monde est ennuyé. Mais ils ne savent pas vraiment tenir les gens en haleine. Mais lui, il a fait la différence carrément. Il a fait vraiment la différence. Vous avez bien... Parce que non seulement qu'il nous a transféré la connaissance, mais il a aussi impacté les participants d'un grand désir à passer à l'action. Et c'est ça même. Tous les formateurs devaient être ainsi. Vous êtes un modèle
Et nous vous remercions sincèrement de nous avoir honorés de votre présence. Monsieur Mathieu, je m'arrête là, je vous remercie. Vous arrêtez là pour le moment. Je vais revenir vers vous. Le temps pour moi de côté un peu. Mon cher ami Théo Adéchola. Mais quand vous parlez bien sûr des statisticiens, j'ai eu à également être formé quand j'étais encore à l'université de Lomé. Il y a un qui m'a eu là. Je ne sais pas si vous le connaissez, un certain monsieur Tiou Animaou. Il est actuellement le DG par intérim de l'INSID. C'est un monsieur top. Le gars, il est très bon. Très bon. C'est un papa, on l'a toujours fatigué, mais il est toujours souriant. Il explique d'une façon terre à terre. Et nous qui fuyons les chiffres, on a aimé d'un seul coup et puis oui, terre à terre. Il a rendu l'information. C'est lui actuellement le DG par intérim de INSID qui s'occupe bien sûr de la statistique et démographie au Togo. Wow. Un monsieur que j'admire beaucoup, monsieur Anima Outio. Clin d'œil à vous pour ce travail que vous avez eu à faire quand nous on était encore très jeune à l'université de Lomé. Alors, Théo, pourquoi l'innovation scientifique est-elle cruciale pour le développement en Afrique? Vous avez eu à toucher un peu, mais pourquoi? Oui, simplement, l'innovation scientifique est un moteur clé du développement en Afrique. Oui, par exemple, avec l'innovation scientifique en Afrique, elle permet de répondre aux défis locaux avec des solutions adaptives. Les solutions adaptées. Sinon, si on ne peut pas adapter notre solution avec ce qui se passe chez nous ici, c'est difficile. C'est difficile. Ouais. Et aussi, cependant, la recherche menée à l'étranger par chercheurs et des étudiants africains puissent être rapatriés et adaptés adapté au contexte local. Oui, sinon, si on ne peut pas utiliser les résultats ce que on a eu ailleurs et on ne peut pas l'appliquer ailleurs, non, ça, il faut essayer de trouver des moyens pour l'adapter à ce niveau-là également. Donc, en tout, l'innovation scientifique, c'est quelque chose qui est très important pour le développement de l'Afrique. Pas Afrique, notre pays, notre communauté et n'importe là où on est. On est en Afrique, on se retrouve justement pour mieux illustrer avant la suite bien sûr de ce débat sur ce plateau, avant de retrouver Rachida Dankwano pour la suite bien sûr de débat. On va suivre cette petite vidéo qui essaie un peu de faire le ramasser de tout ce qui a été fait durant 2-3 jours avec ces jeunes chercheurs, ces têtes bien qui étaient là, qui ont entretenu les uns les autres sur ce qui doit être fait justement après les recherches là, comment les mettre en pratique pour le développement à tous les niveaux. On suit ça et on revient juste après pour la suite du débat sur le plateau. Au 10 août 2024, Abomey Calavi a accueilli l'atelier de formation dédié à la valorisation des résultats de la recherche scientifique. Rassemblant une quarantaine de chercheurs, universitaires et professionnels de divers domaines, cet atelier financé par l'UDAD a pour objectif principal de renforcer les compétences des participants en matière de transfert technologique et de commercialisation des innovations scientifiques. Le comité d'organisation souligne ici l'importance de ce genre d'initiative. Le but même de la recherche, comme je l'ai dit précédemment, c'est d'identifier des problèmes et apporter des solutions. Maintenant, lorsqu'on trouve des solutions, pourquoi les faire dans des placards? So today, we are gathered here as innovators, as researchers, as practitioners with a shared goal. And what is the goal that we share today? To transform our scientific discovery into tangible benefits to our communities. Pendant 3 jours d'échanges dynamiques, les participants ont pu suivre des sections animées par des chercheurs, des experts en gestion de l'innovation et en entrepreneuriat scientifique, ainsi que des développeurs web. Ces derniers ont partagé leurs connaissances et leurs expériences sur les meilleures pratiques en matière de valorisation de la recherche.
le monopole de l'eau ne fait pas d'ailleurs. Lorsque nos amis qui se présenter, vous allez vous rendre compte que cette présentation, si on allait en communauté les présenter, serait vraiment chinois. Quand vous voyez les présentations avec des équations, des explications et tout le reste, ça c'est des recherches qui peuvent être présentées à des gens d'un niveau comme ici. Mais si vous allez en communauté, vous êtes obligé de monnayer jusqu'à ce que cela soit assez direct, qu'ils comprennent et qu'ils adhèrent à ce que vous avez obtenu comme connaissance lors de la recherche. Donc, par exemple, c'est beaucoup intéressant lorsque vous voulez en premier lieu juste vous faire connaître. Rien de spécifique, parce que Facebook c'est la plateforme de tout le monde. 3 milliards de personnes, il y a presque tout le monde là-bas. Mais si votre recherche est dirigée par exemple vers un public plus jeune, vous n'avez pas à aller poster vos résultats sur Facebook, ça ne marche pas. Dans ce cas, Instagram est le mieux indiqué. Par contre, si votre cible ce sont les politiques, je pense que le mieux serait de vous diriger vers TikTok. Pour le contenu éducatif, tout ce qui est vidéo, c'est clair que YouTube est le réseau le mieux indiqué dans cette case. Et pour finir cette partie, si par contre ce qui vous intéresse est de toucher les professionnels avec votre recherche, alors LinkedIn est votre réseau social. Ces sessions entrecoupées de pauses, café et de déjeuner ont offert ainsi des moments de convivialité et d'échanges informels aux participants qui ont eu également droit au programme Sciences Islam, un format créatif qui a permis à ces derniers de mettre en avant leurs idées de manière ludique et engageante pendant la deuxième partie de cet atelier. Au regard de l'interactivité et la qualité des thématiques abordées, les retours des participants ont été très positifs. Je trouve les différents sujets abordés édifiants parce que ça nous a permis de comprendre l'importance de la recherche scientifique et aussi la mise en œuvre des résultats obtenus au cours de ces différentes recherches dans notre communauté ou bien dans nos différentes communautés. Pour cet atelier, nous avons abordé plusieurs thématiques dont l'une nous porte sur les opportunités et les défis que doivent relever les chercheurs, en particulier les jeunes. En dehors de ça, nous avons également abordé les sensibilités culturelles par rapport à la recherche. Plusieurs informations nous ont été transmises lors de cet atelier par rapport à la sensibilité culturelle et ainsi que la sécurité opérationnelle sur le terrain. Je tiens à remercier les initiateurs de cet atelier qui porte sur un thème très édifiant et qui traite d'un réel problème dont souffre l'Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir que nos activités de recherche sont généralement, après l'obtention de résultats, mises au placard. C'est toujours bon et intéressant de venir partager un certain nombre de connaissances, de règles, d'astuces pour mieux réussir l'interaction avec la communauté et surtout travailler à valoriser les recherches que nous faisons souvent, pouvoir transcrire les résultats, pouvoir partager les résultats et implémenter ces projets-là sous forme d'actions concrètes en faveur de la communauté. Donc c'est vraiment, ça a été un honneur pour moi et une belle expérience de pouvoir partager ce que je sais, de ce qu'on peut faire en communauté pour réussir un certain nombre d'actions et aussi de recevoir des participants un certain nombre d'éléments aussi, d'expériences et autres qui me permettent moi-même de construire plus tard d'autres connaissances et de pouvoir partager nos expériences aussi avec d'autres personnes. Merci beaucoup. Par une cérémonie de reconnaissance aux participants s'est conclue par une visite sur le site de l'Institut international d'agriculture tropicale ITA Bénin et de ProNature, permettant aux participants de voir concrètement comment la recherche scientifique peut être mise en application sur le terrain. Le comité d'organisation n'a pas manqué de placer des mots de remerciement à l'endroit du DAD, sans qui cet atelier n'aurait pas pu voir le jour. Donc, passer par ce canal, on va remercier la DAD qui a jugé juste de financer, de nous soutenir financièrement dans l'organisation de cet atelier. Nous disons vraiment merci. Merci.
Nous disons merci beaucoup à la technique pour ce élément qui vient éclairer notre antenne pour la suite, bien sûr, du débat dans cette émission. Rachida, quels sont donc certains des principaux défis auxquels les innovateurs africains sont confrontés? Il est bien vrai, hein, c'est un ramassé, on a suivi depuis la conception jusqu'à la mise en œuvre des idées, ça et là. Comment le défi dans tout son ensemble s'impose-t-il? Alors, une fois de plus, Monsieur Mathieu, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Alors, les principaux défis auxquels font face les chercheurs africains. Vous savez, je dirais, le premier défi d'abord, ce sont les chercheurs africains eux-mêmes. Comment? C'est leur mentalité à eux. Vous savez, un jour, l'un des acteurs, je ne vais pas aller en profondeur, l'un des acteurs du monde des chercheurs, il dit ceci: les chercheurs en Afrique, ce sont des gros porcs. C'est-à-dire, ce sont des cochons. Parce que quoi? Le porc, c'est un grand chercheur. Il cherche toujours, mais il cherche, mais il ne trouve jamais. Ah oui. Cela signifie que il est en train de nous faire comprendre qu'en Afrique, nous avons l'aptitude de faire des recherches, mais nous ne trouvons jamais. C'est une insulte à notre intelligence, à mon avis. Et vous qui êtes jeune, le défi qui s'impose à vous maintenant? Justement, parce que moi je crois que le défi là maintenant, c'est juste le moyen qui manque. On a juste besoin de moyens. Sinon l'Afrique est bourrée de génie, bourrée de talent. Je sais de quoi je parle. Bourrée de talent. La preuve c'est que lorsqu'on prend ici nos jeunes, qu'on les amène à l'extérieur, ils excellent de ouf. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est les moyens. Que ce soit les moyens financiers, que ce soit les moyens techniques, ou que ce soit les moyens matériels. On a juste besoin de tout ceci. Et je crois que nous avons besoin, la jeunesse africaine, les chercheurs africains ont juste besoin d'une bonne collaboration entre le gouverneur, les acteurs du monde de la recherche scientifique et les opérateurs économiques. Lorsque ces trois viendront ensemble unir leurs forces, ils pourront accorder un appui financier, technique et matériel à tous ces jeunes talentueux qui sont dans le domaine de la recherche scientifique. Et du coup, je crois que le gros souci, le gros problème même, le gros défi même des chercheurs africains, c'est le moyen. C'est tout ce qui fait la différence. Je vous remercie. Merci. Alors, quelle est donc l'importance de la collaboration entre le gouvernement, les universités et le secteur privé pour promouvoir l'innovation en Afrique? Quelle est l'importance de collaborer ensemble, de travailler? Oui, c'est très important la collaboration entre les gouvernements, le secteur privé et les universités. Oui, la collaboration est très importante. Et aussi, c'est nécessaire parce que ça permet aux chercheurs de contribuer au développement de l'Afrique, et bien à notre continent ici. Et que je peux dire pour le gouvernement, les gouvernements peuvent faciliter le retour et l'intégration des chercheurs qui sont hors d'Afrique, au pays de l'Afrique. C'est-à-dire quand ils gagnent des bourses d'études, ils vont de l'autre côté, on leur facilite l'entrée pour implémenter ce qu'ils ont appris. Oui, pour intégrer ce qu'ils ont appris dans l'Afrique. Et aussi, si on parle d'université, les universités aussi doivent créer un point qui permet transfert de compétences, des compétences et connaissances. Et si on parle de secteur privé aussi, les secteurs privés doivent investir dans les projets qui viennent de l'extérieur ou bien qui sont des projets qui viennent de l'extérieur que les chercheurs ils ont amenés dans le pays. Et ils vont aider aussi pour commercialiser les projets ou bien s'il y a des produits aussi, ils vont faciliter la commercialisation des produits. Maintenant, en travaillant ensemble, ils peuvent maximiser l'impact
des recherches qu'ils ont réalisées hors d'Afrique ou bien dans l'Afrique. Dans l'Afrique. Oui. Rachida, peut-être un complément d'éléments? C'est bon. Oui. Ça vous va, hein? Il a tout dit. Alors, comment l'atelier encourage-t-il la participation et l'autonomisation des jeunes dans le domaine des sciences et des technologies? Les technologies, on en sait un peu aujourd'hui. Oui. L'atelier encourage la participation des jeunes, en créant une plateforme vu que les jeunes peuvent discuter les obstacles rencontrent dans la mise en œuvre, ou bien quand ils sont rentrés dans le pays, ou bien dans la mise en œuvre de leurs idées, et aussi comment ils peuvent réagir ou bien comment ils peuvent trouver des solutions. Et aussi, il y a aussi des possibilités parce qu'on a créé la possibilité pour créer collaboration avec les institutions locales qui peuvent les soutenir pour l'adaptation de leurs recherches dans notre pays ou bien dans l'Afrique selon le besoin, selon le besoin de l'Afrique ou bien du pays là où ils sont. Donc, c'est ça. Parfait. Alors, je voudrais vous écouter, vous, Rachida. Est-ce qu'il y a de ces plateformes-là qui sont déjà là? Ou bien c'est maintenant que vous pensez à ça? Donc, maintenant, parce qu'on veut mettre tout en place, parce que maintenant, la discussion, c'est juste sur WhatsApp. Il y a des groupes de WhatsApp il y a discussion entre les jeunes et des chercheurs. Et s'il y a un thème qui est très intéressant, qu'il y a un chercheur dans une université, quand il trouve ça, il peut contacter l'étudiant, ou bien s'il y a un étudiant ou bien un jeune trouve quelqu'un qui peut l'aider à grandir son projet, donc ils vont continuer. Donc après, pour le moment, c'est juste le WhatsApp. Et après, on veut aussi trouver une autre plateforme puis que les gens peuvent échanger les idées. Parfait. Rachida? Est-ce que ça va vraiment impacter discussion sur WhatsApp? Est-ce que ça ne risque pas d'être là, traîné dans les couloirs et tiroirs et bien d'autres? Vous avez des idées innovantes, oui, mais bon, voilà, on se la pose cette question. Est-ce que ça va vraiment aider? Je pense que ça va beaucoup aider. Ça va beaucoup aider parce que vous savez, nous sommes à l'ère de la digitalisation. Parfait. Tout se passe en ligne. Tout se passe sur les réseaux. Néanmoins, nous avons mis en place, ce système a été mis en place pour favoriser l'échange entre les professeurs et les étudiants. Cela n'empêche qu'il y ait des périodes, des moments de rencontre en présentiel. Voilà. Donc ce système sera appuyé des rencontres, des conférences en présentiel. Parfait. Adéchola, on tend vers la fin de l'émission. Si vous êtes demandé aujourd'hui, vous avez un mot à l'endroit des chercheurs africains, quel est ce message-là que vous avez à l'endroit de ces chercheurs-là d'Afrique? Oui, pour les chercheurs africains, soit qui sont dans l'Afrique ou bien hors de l'Afrique, à l'étranger, oui, on dit que leur travail est très important pour le développement de l'Afrique. Et aussi, il y a les défis. Les défis sont nombreux. Mais avec persévérance et en créant des réseaux solides, ils peuvent trouver un moyen pour implémenter leur découverte en Afrique. Et aussi, nous les encourageons aussi de rester connectés avec leur pays d'origine, et aussi d'essayer à créer une collaboration locale pour faciliter l'impact de leur recherche en Afrique quand ils retournent. Rachida,
Oui, Monsieur Mathieu, merci beaucoup. Je remercie également mon collègue. Oui. Je vais juste appuyer, je dirais ceci. Chers collègues, chers chercheurs, vous savez quoi? Nous pouvons opérer, apporter un changement dans le domaine scientifique. Nous pouvons développer l'Afrique. Nous ne pouvons pas vraiment toujours attendre que quelqu'un viendra de nulle part pour opérer le changement. Nous sommes le changement. Ce résultat que nous voulons voir, c'est en nous. Alors, toi chercheur, tu as les résultats obtenus de tes recherches. Tu attends quoi? Si tu as suffisamment confiance en toi-même et tu sais que ces résultats que tu as obtenus, ça peut servir à la communauté, tu attends quoi? Est-ce que tu attends que quelqu'un t'encourage? Non. La forte probabilité qu'on t'encourage, elle est faible. Elle est très faible. Au contraire, les gens vont essayer de te descendre. Les gens vont essayer de te décourager. Alors, prends ces résultats. Fonce. Fonce. Toutes ces voix qui essayent de te décourager, ferme leur gueule. Toutes ces critiques sur ton chemin, décale-les. Et fonce. Certainement, tu vas te cogner peut-être la tête devant. Mais c'est pas grave. Recule. Mets un peu de l'ordre dans tes idées. Vous savez, mon directeur m'a dit une fois, parce qu'il avait appris que j'ai créé une entreprise où je faisais la promotion de l'agriculture. Et il était tellement intéressé par l'idée, il m'a appelé. Je suis partie. Il me dit, Rachel, apprécie, si. Je dis, oui, il était vraiment, mais c'était pas facile, hein. C'est à quoi je m'attendais là. C'est parce que moi je vois. C'est vraiment compliqué. Il dit, écoute-moi. On échoue. Lorsqu'on tombe, on n'a pas encore échoué. C'est lorsqu'on reste par terre qu'on a échoué. Donc lorsque tu tombes, relève-toi. Alors, c'est pour dire à mes collègues chercheurs que nous ne devons pas nous décourager, nous ne devons pas fixer les problèmes. Il y a toujours des problèmes, mais je crois que les problèmes gravitent toujours autour de leur solution. Dès qu'il y a un problème, dites-vous qu'il y a une solution quelque part. Alors prenez votre courage à deux mains, cherchez des moyens. Vous-même, cherchez des moyens. Ne comptez pas sur d'autres personnes. Croyez en vous-même et cherchez les moyens pour atteindre vos objectifs. Et c'est juste une question de temps. Le monde entier va vous applaudir. Je vous Parfait, remercie. merci. Et c'est Dad qui vous a appuyé pour cette rencontre. Dad là, peut-être un mot à l'endroit, parce qu'ils ont trouvé en vous des jeunes qui s'essayent, qui ont le courage. Il faut les appuyer techniquement pour qu'ils puissent arriver au bout de ce qu'ils pensent faire en matière de la collaboration entre eux qui sont peut-être dans le domaine de la gouvernance ou dans les universités ou dans les secteurs privés. Peut-être un dernier mot à l'endroit de la DIAD. Oui, premièrement, on dit merci beaucoup à la DIAD parce que sans DIAD, tout ce qu'on est en train de faire, ça ne peut pas être possible. Okay. Et DIAD aussi joue un rôle crucial pour les chercheurs africains qui sont à l'étranger. Parce que c'est DIAD qui facilite leur formation à l'étranger et aussi en Afrique. Donc, grâce à ce programme, des meilleurs des chercheurs en Afrique ont pu bénéficier d'une éducation à qualité et aussi l'opportunité internationale. Donc, nous espérons que DIAD continuera à soutenir non seulement faciliter formation à l'étranger, mais aussi faciliter l'intégration des chercheurs africains dans leur pays ou bien en Afrique ici pour le développement direct en Afrique, parce que tout ce qu'on est en train de faire, ou bien tout ce que DIAD aussi est en train de faire, c'est pour transférer leurs connaissances de l'Europe en Afrique ici, pour développer notre communauté, notre pays et Afrique aussi. Parfait. Donc,
Aussi, encore, merci beaucoup à la DAD, parce qu'avec sans DAD, on ne peut pas faire tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Oui. Merci bien. Vous êtes Tayo Adeshola, chercheur en pharmacologie. Également dans génie de procédés de production. Merci d'être passé. Et vous retournez à Cotonou après Nigeria. Pour le moment, vous avez quelques jours. Oui. Cotonou d'abord. Oui. Cotonou d'abord. Et après. Bénin, et après, bon, je retourne au Nigeria. Et après aussi, je retourne au Bénin parce que au Bénin, j'ai des choses importantes à faire parce qu'il y a des recherches humaines, des petites études que je fais aussi au Bénin. Ce qui nous a facilité la conversation entre vous. Vous avez bien suggéré le français, c'est bien. Merci d'être passé. Je rappelle que vous nous venez du Nigeria, vous êtes un anglophile. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Oui. Rachida? Oui. Oui, votre mot, on est pratiquement à la fin. Hein? Oui, un mot à l'endroit de la DAD. Oh, vous savez, je suis tellement sidérée par les actions que la DAD pose sur le terrain. Vous savez, la DAD, c'est comme une mère. Vous savez, une mère, même lorsque vous avez déjà l'âge mature, vous êtes arrivé à la maturité, votre maman ne considère pas ça, hein? Moi, ma maman, plusieurs fois, elle m'a mise assise. Elle a commencé par me gronder comme si j'étais encore une petite fille. Pourquoi? Parce que elle se soucie de mon bien-être. Elle veut se rassurer que tout va bien pour moi. Elle veut se rassurer que je fais de bons choix dans ma vie. Elle ne veut pas juste me lâcher comme ça dans la nature. Alors, c'est ce que la DAD représente pour nous, les anciens boursiers. Lorsque le contrat, il nous finance, il nous octroie des bourses de master ou de doctorat. Lorsque ce contrat finit, la DAD ne nous abandonne pas. Il nous classe automatiquement dans la catégorie des anciens boursiers. Et ayant ce statut, de façon, je dirais, si vous me le permettez éternellement, vous avez l'opportunité de rédiger des projets, de les soumettre et ils financent. C'est ainsi que nous avons organisé cet atelier qui bénéficie aujourd'hui, qui répond à un problème réel en Afrique. Et donc franchement, les mots ne sont pas suffisants. Quel mot je peux utiliser si ce n'est tout simplement de dire merci. Nous sommes éternellement reconnaissants pour tout ce que vous faites pour nous. Et je m'en vais terminer, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements à certaines personnes qui se sont vraiment donné corps et âme pour la réussite de cet atelier. Je vais nommer le docteur Spiro Edikou, qui est l'un de nos devanciers au CERSA, le docteur Bello Diallo, qui s'est donné corps et âme dans la réussite de notre programme Sciences Slam. Je veux également remercier mes collègues Romario Possou, Justin Roupevi et mademoiselle Ezekiel Bouetz, qui se sont donné vraiment corps et âme pour que cet atelier soit un réel succès. Et merci également au groupe de médias New World. Hein? J'avais oublié là. Merci beaucoup à vous aussi. Sans votre aide, sans votre soutien, nous ne serons pas ici. Vous nous avez offert ce plateau, ce plateau international. Et qui ne connaît pas New World? Qui ne connaît pas New World? Au Bénin, au Togo, au Burkina, en Côte d'Ivoire, partout, qui ne connaît pas New World? Oh, merci. Nous avons été honorés. On vous remercie sincèrement de nous avoir accordé cette opportunité. Merci beaucoup. Vous êtes Rachida Tankwano, vous êtes dans le domaine de la recherche, spécialiste en technique de production à Vicole. Et vous êtes à l'université pour le moment, au niveau de CERSA. Votre thèse de doctorat, vous la soutenez quand là? D'ici la fin de cette année. Cette année. Alors, jeune bachelier, c'est le moment ou jamais de choisir un bon endroit, l'université de Lomé. Les gens en parlent beaucoup, il y a ci, il y a ça. Il faut aller d'abord palper la réalité du doigt. Ça fait du bon, il y a du bon boulot là-bas. De Kokoroko à Koda actuellement, il y a tellement de la métamorphose qui se fait au jour le jour, que ce soit dans les curricula de formation, que ce soit sur l'université, au niveau des cités et autres, beaucoup de choses sont en train d'être faites. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. Et je profite pour dire merci à Stéphane Kouronou qui m'a aidé dans le studio à pouvoir faire cette émission. Au niveau de la réalisation, je dis merci à Cléso. À Cléso, merci. Hein? On se dit à très vite.
sur la même antenne.